Jennifer a parlé de l'importance du couple pour la société. Vous souscrivez aussi beaucoup à cette explication. Et comment expliquer que finalement aujourd'hui il y a tant de difficultés à reconnaître, on reconnaît la valeur du couple, enfin quand même la question de la famille qui se brise, on ne parle pas tellement du couple, on ne parle pas tellement de la famille. Pourquoi ça se passe ainsi? Qu'est-ce qui amène cela? Comment vous pouvez voir cela vous-même? Alors, je ne peux pas dire que ce soit disons une préoccupation qui soit très présente chez les personnes que je reçois. Dans quelle mesure le couple qu'elle forme bénéficie à la société. Comme j'ai pu le dire, on est le plus souvent aux prises avec des choses qui sont de l'intime et du très terre à terre de la vie du couple. Mais j'ai bien en tête que c'est vrai que ce sont des questions qui se posent. Vous voyez, c'est peut-être là où je suis quelqu'un d'un peu trop optimiste, un peu trop angélique. Moi, je ne ressens pas, à travers ce que je vois autour de moi, une dégénération du couple. Certes, il y a beaucoup de séparations, mais le désir, et je pense aux images que Jennifer nous a passées là, sur cette aspiration extrêmement viscérale de trouver un autre et de faire un couple, j'ai l'impression que cette aspiration elle reste entière. En tout cas, elle reste très présente dans les couples que je reçois. Alors, avec peut-être ce bémol que je dois mettre pour être objectif, c'est que les couples que je reçois, c'est vrai que c'est un échantillon que l'on peut trouver un peu particulier, puisque ce sont des couples qui se préoccupent de leur santé. Le couple. Voilà, les couples que je ne vois pas, ce sont les couples qui n'ont pas besoin de moi, parce qu'ils vont très bien, et puis les couples qui, effectivement, et c'est peut-être là qu'on peut se faire du souci, des couples qui, effectivement, sont dans une philosophie où on attend de l'autre qui nous gratifie, et puis s'il ne nous gratifie plus assez, eh bien on change. Alors ça, pour répondre, essayer de répondre quand même à votre question, j'ai quelquefois le sentiment que c'est à mettre en relation avec l'insistance qui est mise sur l'accomplissement individuel. Là, il y a peut-être malheureusement un peu une perte de vue de toutes les richesses que recèle l'expérience adulte. Voilà. Donc, moi j'applaudis des deux mains disons, à l'existence d'une association comme Famille des valeurs, qui se préoccupe au niveau social justement de maintenir ces valeurs. Merci. Mais je veux dire quelque chose là, parce que là je crois que malheureusement, c'est comme pour tous, c'est que quand les impacts deviennent vraiment économiques et qu'ils viennent, voilà, les impacts les problèmes qui surgissent en fait de la culture de la famille deviennent un vrai enjeu politique et économique, que les gens commencent à vraiment prendre en considération la valeur de la famille, de le sens public et de la valeur de la famille pour la société. Et donc il y a de plus en plus des études maintenant qui montrent, même dans les chiffres monétaires, le coût de la destruction de la famille pour notre société. Donc il y a certains qui commencent à se rendre compte en fait que quelque chose qui a été pris pour donner avant et qui est essentiellement une sphère complètement privée et intime. Parce qu'on regarde le couple comme quelque chose de très intime et très privé. Mais maintenant, il commence à constater qu'il y a un vrai impact sociétal aussi, et un coût économique. Et donc, malheureusement, c'est quand c'est un coût économique, les gens commencent à prendre les choses plus sérieusement. Et aussi, on n'a pas une vraie philosophie de la famille non plus. Une philosophie de la famille qui est claire et qui est considérée comme valide non plus. Donc c'est vraiment laisser à chacun de décider
ce qu'ils pensent en fait. Donc, mais je crois qu'il y a un mouvement envers une réflexion beaucoup plus profonde maintenant, qui peut avoir éventuellement les retombées positives et, comme nous espérons, une revalorisation en fait de la couple et la famille. Oui, les aspects économiques, effectivement, j'en entends parler quand des conjoints se posent la question d'une séparation et puis qui commencent à faire le compte des pertes d'économie d'échelle, comme disent les économistes, qu'ils vont avoir, c'est-à-dire le fait de devoir financer des appartements, toutes les conséquences qui sont presque toujours très largement sous-estimées. L'atterrissage des couples qui se séparent sur ce terrain-là est souvent assez redoutable. Et en particulier donc l'impact de ce qu'on appelle la décohabitation. C'est vrai que ça se mesure très bien maintenant au niveau statistique et c'est un vrai problème de société. Oui. Et la précarité, l'échec scolaire, bien sûr. Franchement, ça commence. Oui. Je voudrais revenir sur un point, si Oui. vous permettez. Vous avez dit que, je ne sais pas si j'ai bien compris, que c'est-à-dire l'engagement que nous faisons en tant que couple, la capacité de faire l'engagement dépend beaucoup de l'amour que nous avons reçu en tant qu'enfants de notre propre famille. Et donc là aussi, dans l'avenir pour notre société, comment ça serait quand on a des enfants qui vivent avec une maman seule, dans beaucoup de cas de monoparentalité, ou dans les familles récomposées, quel épanouissement ou stabilité émotionnelle pour les enfants ça créera dans l'avenir? Je pense que c'est effectivement une vraie question. Je ne suis pas certain qu'il y ait forcément des pertes de valorisation associées aux séparations et aux compositions familiales. Ce qui se passe pour les enfants quand il y a une séparation, j'aurais envie de dire que c'est surtout le fait qu'à un âge assez tendre, ils sont obligés de renoncer à cette représentation qui leur est très chère d'être nés d'un amour indestructible. Voilà. Ils sont obligés de faire ce travail de deuil que nous tous, nous faisons plus ou moins facilement au fil de notre vie, en général plutôt au début de notre âge adulte, quand on commence à regarder à quelques distances le couple qui a été celui de nos parents. Mais si le couple se sépare alors que l'enfant est très jeune, effectivement, il va avoir à faire ce travail de deuil. C'est un travail qui est très douloureux, je l'ai suffisamment dit. Mais il y a quand même une contrepartie à ça. C'est que souvent ce sont des enfants qui sont plus matures quand ils abordent d'autres phases de la vie. Ils sont moins naïfs, moins angéliques, mais ils ont acquis peut-être un peu plus précocement plus de réalisme. Ceci voilà, bien compensé sous réserve effectivement que la séparation ne se soit pas accompagnée pour eux d'une perte d'investissement de chacun des parents. C'est pas forcément le cas, je dirais. C'est pas parce que ça se produit pas forcément parce qu'il y a séparation. Un enfant peut continuer d'être aimé tout à fait fortement par son père d'un côté, par sa mère de l'autre, même si il y a eu donc éloignement disons dissolution du couple et puis éventuellement recomposition familiale. Simplement, dans la recomposition familiale, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut souvent partager avec d'autres enfants
passés par cette expérience-là, de la séparation de leurs parents et de la recomposition familiale, ce sont des enfants qui sont plus aguerris pour la vie, sous réserve qu'ils ne soient pas trop traumatisés. Il peut y avoir deux cas de figure. Et pour la constitution de leur futur couple? Eh bien oui, pour la constitution de leur futur couple, effectivement, là j'ai envie de dire que ils vont bien s'en tirer s'ils ont vu que leurs parents ont su se séparer, leurs parents qui à un certain moment se déchiraient, ne s'entendaient plus, ont su se séparer en adultes, c'est-à-dire dans le respect l'un de l'autre et en reconstituant derrière un rapport de bonne intelligence avec, dans la gestion des enfants. Voilà. Donc si ça s'est passé comme ça, eh bien l'enfant, certes, il sait qu'un couple, c'est pas forcément indestructible. Il a appris douloureusement, mais il sait que ça n'est pas forcément quelque chose de désastreux. Et que, quand même, la conjugalité mérite d'être vécue. Moi, je pourrais te donner un exemple. Ma fille est mariée à mon gendre qui, lui, a quitté sa première femme en laissant 2 jumeaux très jeunes, donc elle a 10 mois ou 12 mois. Et en réalité, des 2 jumeaux, il y en a un qui s'est mis en couple, ils ont maintenant 22-23 ans, qui s'est mis en couple, ça se passe très bien. Et le deuxième, lui, c'est complètement l'inverse. Ne peut pas être heureux, se ruer dans tous les sports pas possible, se fait mal partout parce qu'il faut que voilà, sa douleur ressorte dans le sport et vient maintenant enfin d'obtenir devenir pompier et là se vouer aux autres. C'est son grand plaisir, c'est vraiment aider, il est heureux, s'occuper d'enfants comme pion, des métiers comme ça. Il avait trouvé un métier intéressant dans un ministère, ça ne lui a pas du tout plu. Parce que c'était vraiment, voilà, c'est pas ce qu'il recherchait. Il cherchait vraiment à se faire souffrir. Il était trop bien, il avait un bon poste, il était trop bien. Il a vraiment, il est dans l'autodestruction, sauf dans son côté pompier maintenant. Et on voit qu'effectivement, c'est complètement différent. Les 2 jumeaux n'ont pas du tout vécu la séparation pareil. Les parents se sont déchirés longtemps, se sont remis, s'entendent très bien maintenant. Se reçoivent respectivement, ils vont chez le couple de ma fille, ils partent en vacances ensemble, ils ont reconstitué une famille à 2 couples, ce qui est, et du côté de ma fille, ils ont maintenant 3 enfants aussi, donc ça fait 5 garçons, 5 frères, et de l'autre côté, il y a une petite fille qui vient d'arriver, qui a 3 ou 4 ans, ce qui implique aussi un mélange de mais pourquoi c'est pas ma soeur puisque c'est la soeur de mes frères, ils sont complètement perdus les petits. C'est vraiment, ils réfléchissent pas à ça, ils disent mais si c'est ma soeur, mais non pourquoi tu dis que c'est pas ma soeur, c'est la soeur de mon frère. Mais voilà, c'est vraiment une autre école, essayer de leur faire comprendre, oui, ils ont la même maman, mais pas le même papa, donc on n'imagine pas comment ça devient problématique pour les gars, ces séparations. C'est vraiment... C'est une illustration tout à fait parlante de ce qui peut se passer effectivement lors de recomposition familiale. Là, l'exemple que vous donnez, ça renvoie au fait que, à l'importance de la constitution personnelle d'un enfant. 2 enfants qui ont traversé les mêmes épreuves, les mêmes conditions pour leur vie d'enfance et qui, l'un apparemment en est sorti indemne et l'autre a perdu quelque chose de sa capacité à envisager une vie amoureuse. Mais bon, il trouve une compensation, il se construit autrement. Quant à la question des frères, demi-frères et faux frères, si on peut dire, moi ce qui me frappe souvent, c'est que quand ce sont des enfants de famille recomposée qui en parlent, ils veulent surtout pas, si ça se passe bien, ce sont tous des frères et sœurs. Ils se moquent bien pas mal de penser que les filiations sont différentes.
Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est très pénalisant. Mais c'est vrai que ça peut créer, par contre, une certaine confusion dans leur esprit sur les racines, sur les filiations, et avec des séquelles qui peuvent être des conséquences qui peuvent être pas toujours très faciles à traiter. Ils n'ont pas une impression forcément très claire de d'où ils viennent et d'où vient le reste de leur fratrie. J'ai envie de dire que pour boucler sur cette question des rebondissements familiales, il est clair que ça devient de plus en plus l'essentiel de mon travail. Merci pour votre exposé à tous les deux. J'ai beaucoup aimé, j'ai pris beaucoup de notes. Et je pense qu'il y avait un mot qui manquait, c'est pourquoi je veux construire un couple. Je pense que si je prends un peu mon exemple à moi, je viens d'une famille plus ou moins monoparentale. C'est ma mère qui m'a éduqué, avec ma sœur. Et quand à un moment donné, j'ai été mis dehors de chez moi, quand j'étais ado, j'étais terrible. Soi-disant, j'étais terrible. Mais quand même, j'avais le désir de créer vraiment une famille. Ça, c'était mon désir, et de ne jamais divorcer. Mais je me disais, mais comment j'allais faire ça? Et c'est pour ça que je pose la question, pourquoi construire une famille? Et comme je suis tombé sur un idéal, et que c'était possible, et donc c'est ce qui m'est arrivé. Je suis toujours avec la même épouse, même si c'est pas facile, mais on est toujours là. Et je vois que je suis fier de mes enfants, et je vois qu'il y a... moi, je vais confesser, je peux dire qu'il n'y a pas longtemps où je suis devenu un peu plus mature. Et ça, c'est dû aux échéances, à la vie, aux deuils qui n'ont pas été faits, qui sont faits plus ou moins maintenant. Donc ça, c'est un peu l'exemple que je peux donner. Et donc si on n'a pas une vision de ce qu'est un couple, je pense que c'est pas facile pour beaucoup de gens. Et bien sûr, on tombe, quand on est jeune, on tombe amoureux, on est dans l'extase, on est dans le ci, mais après il y a la réalité qui nous rattrape. Donc, moi je vous remercie et je pense qu'il y avait beaucoup de choses. La réalité, je crois que c'est juste la vie qui nous rattrape. Parce que la réalité, la vie, voilà, c'est naturel. Peut-être on n'attend pas forcément au départ, mais voilà, l'exposé de ces 3 étapes de couple, je trouve que c'est très précieux ce conseil, parce que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est toujours en train d'évoluer et de progresser. La vie n'est pas statique, oui. La vie est toujours en train de changer. Donc il faut s'adapter, et je crois que ça c'est naturel en fait. On doit attendre à que ça. Je crois que la seule chose qui est vraiment sûre dans la vie, une des choses, c'est que les choses changent. Ça ne reste jamais au même point. Mais est-ce que je peux rebondir un peu sur ce que vous avez dit en fait, sur les qualités de la relation de couple en fait. Parce que là, c'est intéressant parce que je crois que dans le couple, nous avons, à
vécu, en fait, comme vous avez dit, dans la famille. On sait qu'est-ce que c'est d'aimer nos parents. Nous savons qu'est-ce que c'est d'aimer nos frères et nos sœurs. Nous avons appris à aimer un conjoint. Et donc, nous sommes qualifiés, en fait, de guider nos enfants dans leur vie, parce que nous savons bien qu'est-ce que c'est d'être. Et donc, ces qualités, cette expérience d'amour, nous donne, en fait, les qualifications, finalement, de réussir en tant que parents, n'est-ce pas? C'est intéressant parce que moi, je viens d'une famille de 8 enfants. Moi, je suis l'aînée. 6 filles, 2 garçons. Okay? Et donc, j'étais entourée par les filles. Donc, je peux très très bien faire des relations avec les filles, dans le sens que on est vite sœurs, okay? Mais avec les garçons. Et je me rappelle que j'ai demandé à mes parents d'adopter un garçon pour avoir un frère aîné. Parce que je manquais ça, en fait, dans mon expérience d'amour fraternel, en fait. Donc, cette qualité de la couple englobe, en fait, tous les amours, en fait, dans la famille, n'est-ce pas? Et nous aide à guider et éduquer nos enfants. Et d'une certaine manière, le couple, c'est l'incarnation, en fait, de toutes ces amours, je crois, oui. Un mot aussi à monsieur, je le remercie de son joli témoignage. Pourquoi dit Anne, moi, il manquait peut-être ce questionnement sur le pourquoi. La réponse que je ferais, c'est que, en fait, chez un jeune adulte qui a eu la chance de vivre dans un milieu parental stable, il ne se pose pas la question du pourquoi. Il a intégré que c'est ce qu'on peut faire de mieux, au fond, de construire un couple une fois qu'on est en âge de le faire. A contrario, lorsque on a dû, comme ça a été votre cas, vivre dans un foyer parental monoparental, à la circonstance, eh bien, moi j'entends votre démarche comme un désir de prendre une revanche, et une revanche bien justifiée. Vous avez pensé votre couple comme quelque chose qui allait vous permettre en quelque sorte de réparer. Et c'est une des choses merveilleuses que nous avons dans nos facultés humaines, de pouvoir réparer en faisant par nous-mêmes ce qui nous a manqué. Et vous évoquiez, madame, ce jour, qui, pour une raison que l'on ne connaît pas, ne peut pas se projeter dans un couple et donc dans une descendance, mais qui compense, qui s'investit quand même dans les soins aux autres, et qui, de cette manière-là, répare ce qu'il ne peut pas acquérir. Oui, ben, ça viendra après, mais pour l'instant, il n'y a que ses petits frères qui courent, puisque il s'est passé quand même pas mal d'années avant que mon enfant ne prenne ma fille. Et donc, effectivement, maintenant, c'est ses petits frères, puisqu'il y a quand même une sacrée différence d'âge. Et puis, c'est le travail de confier. Je repense à. Oui, c'est comment ça? Là, il m'est venu, avec votre explication, il m'est venu. Attends, il m'est venu, oh là, je vais trop vite, un lien entre le jardin et nos mémoires familiales, enfin nos racines familiales. Un autre exemple, c'est que ce soit du côté de mon mari ou moi-même, on n'a pas connu nos grands-pères. Et nos grands-pères ne sont pas forcément les grands-pères officiels. Donc en réalité, si vous voulez, on a appris ça toujours par les méchancetés dans l'entourage. Au moment où il ne fallait pas l'apprendre, mais bon, c'est toujours comme ça. Et en réalité, on voit, et ça me fait rire, parce que tout à l'heure on parlait du jardin, parce qu'ils viennent arracher, à faire récupérer des plantes chez moi que mon mari a tendance à arracher pour un oui, pour un non. Et ce qui se passe, c'est que mon mari, comme il n'arrive pas à travailler sur lui pour essayer de renouer ses racines, retrouver des mémoires, et moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, lui il n'a qu'une envie, c'est ça pousse, il faut que j'arrache, c'est pas la bonne place. Donc le jardin c'est toujours le champ de bataille, c'est jamais comme je veux moi. Et moi ça m'arrache le cœur de voir qu'il arrache les racines,
Moi, je leur dis, venez encore dimanche récupérer les framboisiers, tout ce que mon mari veut mettre à la poubelle encore, là, parce qu'il y a plein de plantes qui vont autrement végéter, et moi, je ne peux pas supporter de voir ces plantes qui vont souffrir. Donc, on voit la différence entre si on travaille nos racines, ou les mémoires, et si on ne les travaille pas, justement, dans la famille aussi. Ah oui, oui. Alors moi j'ai une question peut-être un peu personnelle, mais je voulais savoir est-ce que le fait d'être conseiller conjugal, ça vous a aidé pour vous, votre couple? Oui, là, c'est pas ma question pour moi, là. Je ne peux pas l'échapper, là. Après, si vous ne voulez pas répondre, vous n'êtes pas obligé, mais c'était juste une intervention. Je l'ai un petit peu dit en parlant de ces 15 ans de parallèle entre Marité faisant son jardin, créant son jardin, et moi cultivant mes couples. J'ai parlé de ces allers-retours entre les réflexions, les pensées que suscite mon travail avec mes patients, et puis mon propre couple. Bien entendu, ça m'a aidé considérablement, mais dans les deux sens. Dans les deux sens, et je serais bien en peine de dire s'il y a un sens qui a mieux fonctionné que l'autre. Les deux sens sont en quelque sorte une synergie entre les deux sens. C'est-à-dire que je serais totalement incapable de faire ce métier si je n'avais pas l'expérience de plus de 40 ans de vie de couple. Et peut-être que mon couple ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, avec le bonheur que nous y trouvons, si je n'avais pas eu à travers ces témoignages de tous ces patients, de milliers de couples, puisque dans 15 ans j'en ai quand même beaucoup, et de personnes seules autour du couple, à travers tous ces témoignages, une source inépuisable de réflexion, d'interrogation sur ce qu'est la relation. Je ne sais pas si ça peut satisfaire votre question. Il y a d'autres qui voudraient s'exprimer ou poser une question? Donc, ah oui, J'ai une question qui est peut-être indiscrète. Vous est-il arrivé, M. Isnin, de ne recevoir que l'un des époux, Absolument. l'autre refusant? C'est une situation qui est relativement fréquente. Oui. Et bien entendu, alors ce qui se passe dans ces circonstances, j'irai plus loin, il est extrêmement fréquent que lors du premier entretien, il y ait un seul des conjoints qui vienne me voir. Et alors là, mon premier travail, effectivement, c'est de voir si cette personne-là estime et a envie que son conjoint vienne, parce que quelquefois il n'a pas envie. Elle, la personne qui vient voir, n'a pas envie, elle a envie de travailler ça toute seule. Et donc, mais si elle pense que si elle a envie et qu'elle pense qu'il y a un minimum de chances que son conjoint vienne, je vais la faire travailler sur la manière dont elle peut lui présenter les choses. Et surtout, évidemment, si elle me dit que peut-être vaincu, peut-être pas non, peut-être qu'en s'y prenant très bien, il va venir, mais que ça risque d'être très compliqué pour le faire venir. Et là, en général, j'ai une piste que je donne, parce que souvent ces personnes-là, elles ont tendance à vouloir utiliser leur première visite pour dire oui, j'ai vu monsieur Untel, il est très bien, il m'a dit qu'il fallait que tu viennes. Autrement dit, par la pression. Et moi, je dis, c'est souvent c'est à 90% des femmes qui viennent me voir en premier, je peux le dire. Parce qu'elles sont quand même plus près de ces choses du cœur. Et ma réponse souvent, c'est de dire à ces femmes,
Dites-lui simplement que vous auriez envie qu'il vienne parce que vous tenez à lui. Et elles ouvrent des yeux écarquillés souvent. Elles me disent, bah, oui, ça je n'ai pas pensé. Voilà. Et ça marche. Ça marche souvent, mais pas toujours. Pas toujours. Il y a alors parmi les obstacles, les choses qui font qu'une personne, qu'un conjoint est radicalement réfractaire à venir voir un professionnel, hein, c'est déjà tout ce qui tourne autour des représentations, autour des psys. Hein, les psys qui nous font du lavage de cerveau, qui prétendent mieux savoir que nous ce que l'on peut penser, toutes les préventions qui restent encore assez tenaces. Hein. Et puis, plus en profondeur, en fait, une peur assez profonde de se dévoiler. Hein, et se dévoiler dans des choses qui sont parfois très intimes, très douloureuses, et dont on a honte. Voilà. Et ça, quelquefois, on ne peut pas le dépasser. Et donc, cette personne, le conjoint, je le recevoir tout seul. Et peut-être que ce qui ne peut pas se faire à deux va quand même bouger un peu. Parce que cette personne-là qui fera le travail avec moi, eh ben, elle trouvera une meilleure distance dans ce qu'il a fait souffler dans son couple. Et du coup, l'autre aura un peu plus, sera un peu moins aussi rigide dans sa souffrance et pourra aussi évoluer.